La présidente du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Saoundra Benarrive, au micro de Prisca Rakout-Malal sur Alliance 92, ce samedi 14 mars à 11h30. Rediffusion ce dimanche 15 mars à midi. Nous recevrons sur Alliance 92 le numéro 1 du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Saoundra Benarrive. Bonjour à vous. Bonjour. Depuis quelque temps, vous avez haussé la voix au niveau du CSI, et ce par rapport aux lois qui devraient être maintenant créditées de crédibles. Intègre également, c'est un mot que l'on entend assez souvent, bonne gouvernance, redevabilité, mais tout compte fait par rapport à la situation qui se passe actuellement, l'on se demande si ces mots ne sont pas pour autant étrangers. Non, je ne pense pas. Je pense que au fin fond de nos cœurs et du cœur du peuple, ces mots ne sont pas de vains mots, mais par contre, effectivement, il y a un gouffre entre la volonté de certains et ce qui existe, l'existant, on va dire. L'effort est monumental, il est très grand, et c'est vrai que ce n'est pas en claquant des doigts ou tapant des mains que tout de suite nous allons avoir un système intègre et libéré de la corruption. Mais si je peux un peu reculer, ça fait à peu près 1 an que j'ai été nommée présidente du CSI, et comme nous savons, c'est le vélin numéro 3 du président de la République, donc la tolérance zéro et la lutte contre la corruption. Et tout de suite après sa nomination, nous avons travaillé sur cette ordonnance de recouvrement des avoirs illicites, parce que cette loi avait été rejetée par le dernier Parlement de la période 2014-2018. Et la raison pour laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied, c'est justement parce que c'est le dernier pilier du système anticorruption. C'est même moi, je me lasse de ceux qui disent il nous faut le cadre juridique, réglementaire et mettre en place les institutions. Je suis parmi ceux qui sont impatients pour des résultats. Et donc on voulait en finir vite avec ce dernier chapitre du cadre législatif et de mettre en place dès que possible cette agence de recouvrement des avoirs illicites qui est le dernier point, parce que aujourd'hui on peut condamner quelqu'un pour la corruption, on peut l'emprisonner, on peut le pénaliser, c'est-à-dire une peine pécuniaire, mais pour le recouvrement de l'avoir, c'est toute une autre histoire. Il y a évidemment des chambres de saisie au niveau des juridictions, mais ça ne suffit pas. Il faut une agence qui va gérer la mise en vente ou comment rendre ce bien à la population. Et juste à titre de rappel, ces biens appartiennent en fait à la population malgache, parce que ce sont nos impôts détournés qui ont acheté, qui ont fait profiter à certains, et que nous souhaitons donc recouvrer, et c'est le dernier mécanisme qu'il nous faut dans cet arsenal de lutte contre la corruption. Ensuite, moi je suis parmi les premiers, avec le président de la République, à maintenant montrer des résultats. Et il y a toujours cette barrière que les textes sont incomplets, les institutions ne sont pas encore en place, en partie parce qu'il n'y a pas le courage politique qu'il faut. Et il a eu le courage de légiférer par ordonnance et de promulguer, non seulement promulguer, mais de publier cette loi dès le mois d'août 2019. Oui, mais volonté politique, cela, comme vous l'avez signifié, ça a été clair à travers les vélorans, mais le blocage, est-ce un système juridique, ou est-ce la Constitution, ou est-ce vraiment une volonté politique non voulue? C'est incongru ce que je viens de dire, mais pourtant on le sent même, parce que à travers tout discours de toute autorité, ces mots reviennent à chaque fois, mais arrivé au stade où on doit justement y arriver, il y a toujours un facteur bloquant, et c'est toujours pas au niveau du citoyen. Le citoyen n'est là que pour observer, pour l'instant. On espère, oui. On espère que le citoyen ne restera pas là juste pour observer. Mais le blocage, c'est l'ampleur de la tâche, parce que c'est devenu un way of life. C'est une manière de vivre à Madagascar. Maintenant, la manière tordue, corrompue. C'est l'état de non-droit en général. Et il y a beaucoup de raisons pour cela. Mais donc le premier blocage, c'est l'ampleur de la tâche et la difficulté de traduire en action vraiment efficace la volonté.
Mais c'est clair que la volonté politique nous aide pour faire de grands pas. Déjà, si le blocage c'est la volonté politique, on ne pourra pas avancer. On pourra, oui, avoir le CSI, Samifine, Bianco et tout ça, mais ça c'est des petits pas. C'est la volonté politique, elle se traduit en de grands pas. Ensuite, c'est vrai que c'est systémique. Et je dirais que un des problèmes, malheureusement, par exemple, c'est le fiavanen. C'est les liens de parenté. Est-ce que je connais quelqu'un? Est-ce que ça c'est devenu tellement endémique, tellement systémique que effectivement c'est très difficile de renverser la courbe. Et le troisième point peut-être, c'est que pendant 15 ans, on s'est concentré sur la répression de la corruption. C'est-à-dire le moment où commence l'enquête, après l'investigation et l'enquête, après le jugement et après le recouvrement. Et on s'est pas vraiment focalisé sur la prévention. Comment faire pour prévenir la corruption? Et c'est pour ça que nous voulons mettre en place une politique nationale de bonne gouvernance qui regarde le service public, qui regarde la manière de travailler de l'administration et qui change justement la perception du citoyen que les membres de l'administration, les fonctionnaires sont là pour travailler pour nous et pas pour nous faire subir les harcèlements, les va-et-vient, tout ce que l'on connaît, qui nous conduisent après à utiliser des moyens de corruption pour faire avancer son dossier ou pour faire avancer son entreprise, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs de blocage, mais nous sommes confiants que si on commence véritablement à vouloir changer les choses, ça prendra du temps, petit à petit. Et dans ce way of life où je dis que c'est systémique, que tout le monde est impliqué, je dirais que côté société civile, d'où j'émane, oui. Et de certains, c'est comme une croisade, c'est comme de l'évangélisme, c'est-à-dire que il y a que les bons, les droits, les propres, les anges qui s'attaquent. Il y a une diabolisation du système. Au lieu de dire comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ceux qui veulent être droits mais qui sentent qu'ils sont contraints de jouer le jeu à cause de la politisation, par exemple, de l'administration. Ou de la répression, tout simplement. Ou de la répression, la peur de représailles, ou même de ne pas avancer du tout. On peut rester à ce poste à jamais parce qu'on ne joue pas le jeu. Comment faire pour aider ces gens-là à nous aider dans la lutte contre la corruption, au lieu de juste essayer d'identifier ceux qui sont angéliques et complètement intègres, etc. C'est pas réaliste, ça. Et voilà. Mais au niveau du simple citoyen, le fait est que ils entendent milliards à gauche, milliards à droite, détournements, vols, et eux, par rapport à cette volonté aussi de vouloir avancer, comme le CSI ou le Samifine, ils ne font que référence. Mais où est le Bianco? Où est le CSI? Où est le Samifine? Mais tout compte fait, des chiffres moribulants sortent, et ça s'arrête là pour certains. Ils me demandent, mais la suite, c'est quoi? Est-ce là donc le problème aussi du fait que les gens qui veulent continuer dans cette nouvelle voie, respirer, être rassurés, vouloir payer ses impôts, qui ne veulent pas payer ses impôts, mais seulement quand ils entendent les chiffres d'ailleurs, c'est un monde à part également. On se confronte maintenant à un problème gigantesque qu'on ne peut résoudre que par un amendement à la Constitution de Madagascar. Et c'est la Haute Cour de justice. Dans les dispositions constitutionnelles, il y a 2 articles. Le premier parle du président de la République. S'il commet une faute constitutionnelle très grave ou de la haute trahison, on peut le traduire devant la Haute Cour de la justice. Et la seule punition, c'est la déchéance, c'est-à-dire on peut l'enlever de son poste. Mais l'article qui suit concerne le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, donc Sénat, Assemblée nationale, et le président de la Haute Cour constitutionnelle. Et ça, ce n'est pas une question de haute trahison ou de faute constitutionnelle, mais de tout crime, que ce soit le viol, que ce soit la corruption, que ce soit le détournement de fonds.
on ne peut les traduire que devant la Haute Cour de justice. Et ça, c'est un énorme problème parce que pourquoi d'abord ces 2 poids 2 mesures, un dispositif différent pour le président et un dispositif différent pour les membres du gouvernement et le Premier ministre. Et ces détournements que vous évoquez ont été commis par des anciens ministres. Ancien Premier ministre aussi. Et le problème, c'est que on doit attendre leur mise en accusation par l'Assemblée nationale. C'est déjà une question hautement politique. Et après, la traduction devant la Haute Cour de justice qui est, elle, à moitié, il y a des juges et à moitié, il y a des politiciens. Parce qu'il y a des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et là, les premiers dans le Fiavanen, on va dire, c'est les politiciens entre eux. Et la peur bleue de condamner un ami, un frère, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de son groupe ethnique ou de sa région ou je ne sais quoi, de peur que la semaine prochaine ou dans 2 ans, ce sera mon tour sur le banc des accusés. Donc ça, c'est le terrible par rapport à ces détournements de fonds par des anciens membres du gouvernement. Et il va falloir amender la Constitution pour changer cette disposition. C'est-à-dire faire appel à un référendum ou... Absolument. Absolument. Mais on sera encore bloqué si on voit déjà l'humeur là à l'Assemblée, aux 2 chambres d'ailleurs qui ne s'entendent pas et qui n'arrivent pas d'ailleurs à s'entendre pour des raisons politiques aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour faire valoir ce droit d'aller dans le droit chemin, mis à part donc ce process des 2 chambres? Non, le problème aujourd'hui, c'est que le principal, le coupable est un ancien ministre ou un ancien Premier ministre et protégé par ces dispositions constitutionnelles et tous les soi-disant complices. Par exemple, des maires qui ont suivi des ordres seulement. On leur a dit, vous recevez cet argent, vous envoyez là-bas, croupissent en prison. Et hélas, Prisca, je ne peux répondre qu'il n'y a pas, il y a un blocage là des textes par rapport à ces détournements de fonds faramineux que vous évoquez, parce que le signataire, ça a été un ancien ministre ou un ancien Premier ministre. D'accord. Alors 9 secteurs sont suivis de près pour aller dans ce sens de clairvoyance, comme on dit, mais où est-ce que nous en sommes par rapport à ces 9 secteurs? Est-ce qu'il y a évolution pour le CSI? Écoutez, une des choses que j'avais proposées au président de la République et qu'il avait accepté dès ma nomination, c'est qu'on fasse une revue de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption, parce que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et c'est pour ça que nous faisons cette revue à mi-parcours pour réorienter l'action. Mais et là où on va en déboucher, je crois, c'est que le système anticorruption, c'est vrai qu'il est rattaché à la présidence et tout ça, que ce soit le Bianco, Samifine, CSI, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que l'administration elle-même internalise cette lutte contre la corruption et qu'elle adopte elle-même des pratiques qui aideront à lutter contre la corruption. Donc, il y avait les 9 secteurs prioritaires identifiés en 2015, mais moi je dirais que chaque ministère et chaque institution devrait avoir sa propre stratégie, c'est-à-dire l'identification des risques de corruption dans son ministère, parce que la lutte ne sera pas la même, par exemple, au service des domaines qu'au service fiscal, ou douane, éducation, santé et autres. Donc il n'y a aucun secteur en fait qui n'est pas prioritaire. Oui. Ils sont tous prioritaires. Et évidemment, un des grands accents, c'est justement les finances publiques. On se plaint souvent à Madagascar que le taux de pression fiscale est si bas, c'est-à-dire que sur 25 millions de Malgaches, il y en a peut-être 300 000 qui paient des impôts. N'est-ce pas un peu normal vu les grands chiffres comme il a été signifié qui disparaissent comme ça Oui, exactement. Mais après, il n'y a pas de suite sur comment cet argent est utilisé. Bon, j'apprends maintenant, j'ai un peu traversé la ligne rouge, je suis du côté État maintenant, je découvre des choses que les frais de fonctionnement, enfin, nos impôts ne couvrent que les frais de fonctionnement du gouvernement, c'est-à-dire les salaires, le carburant, l'encre, le papier, genre de téléphone. Et c'est pas étonnant que à côté,
le budget d'investissement, c'est-à-dire pour les immeubles, pour les ordinateurs, pour les choses comme ça, est insuffisant, et c'est là où les bailleurs sont obligés de financer les investissements en infrastructures, etc., etc. Et donc, il est temps qu'il y ait plus de transparence sur comment le petit peu que l'on collecte est utilisé, parce que personne n'a confiance maintenant. Vous venez d'évoquer les détournements faramineux. Que moi j'ai pas envie de payer mes impôts si c'est après pour être détourné ou si c'est pour acheter la grosse V8 quoi, ou la 5e V8. Mais on a parlé d'austérité, le gouvernement a parlé de la politique d'austérité, mais tout compte fait pour le simple citoyen, voire toujours, c'est vrai, il a des voitures à plaques rouges, mais de très belles voitures quand même. Oui, ça c'était une première, une très importante première étape. Mais ce qu'il faut maintenant, comme dans tout pays civilisé, je dirais, c'est un central d'achat et qu'on dise la voiture d'un ministre c'est comme ci, la voiture d'un directeur c'est comme ça, et que c'est standardisé, tout le monde a la même voiture. Mais là, effectivement, il y a un taux de discrétion, de prérogative. Ça, c'est pour le choix de la voiture. Vous imaginez après ce qui arrive quand il quitte le poste, il emmène la voiture avec lui et genre de choses comme ça. Hein. Donc tout ça, avec la politique nationale de bonne gouvernance, il faut l'avouer. L'administration elle-même, il va falloir un petit peu lui forcer la main. C'est en faire une révolution, carrément. Exactement. Ouais. Mais donc, pour ça, il faut un peu plus de méritocratie. Il ne faut plus que l'administration soit si politisée. Il va falloir évaluer les gens par rapport à leur performance et pas seulement à cause du clientélisme ou autre. Oui, mais pour certains politiciens, faire de la politique, c'est justement pour occuper un poste. D'autres, c'est pour dire j'aime mon pays, en faisant de la politique, je peux faire développer ma région ou autre. Je reviens toujours au simple citoyen qui veut comprendre, mais les faits sont toujours là. Les politiciens sont toujours à la une, les politiciens ont toujours le dernier mot. Si on regarde la presse quand même, cette cacophonie politique lasse le citoyen à vouloir agir aussi. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a comme même le mot redevabilité. Oui. Ouais. Non. Oui. Bon, écoutez, vous savez, si vous êtes élu, j'aime pas trop faire les exemples, les parallélismes, mais quand même, dans un pays aussi développé que les États-Unis d'Amérique, quand on est élu, on passe les 2-3 premières semaines en formation. C'est comme ça que le Congrès marche, c'est comme ça qu'on fait pour introduire une loi, c'est comme ça qu'on fait pour la redevabilité, etc. Ici, on a l'impression que, miraculeusement, quelqu'un qui est élu va savoir ce que c'est qu'être un sénateur ou être un maire ou être ce qu'il a. Donc l'encadrement, l'accompagnement, les mesures d'accompagnement sont très très importants. Et malheureusement, il y a comme une présélection. Quelle est la motivation de certains pour se lancer en politique? Apparemment, la motivation c'est s'enrichir et apparemment ça marche. Et donc il va falloir essayer de baliser tout ça et encourager ceux qui ne sont pas motivés purement par le gain, mais aussi pour effectivement vraiment développer le pays, sa zone, sa ville, etc. Alors là, vous êtes en plein atelier, vous allez faire des régions. Vos premiers ressentis par rapport à cette grande rencontre? Non, il y a un engouement, les gens sont très intéressés, surtout on a couvert toutes les anciennes provinces, donc Diego, Majinga, Tuléar, Fenaratsu et Tamatave, avec nos ateliers. Les ateliers de restitution auront lieu au mois d'avril. Il y a donc sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption d'une part et la politique nationale de bonne gouvernance d'autre part. Et il y a un engouement. Nous avons aussi reçu donc, je dirais, le soutien du président de la République, parce qu'il y a eu une communication au Conseil des ministres par rapport à ces deux études, et les gens sont très intéressés par les réformes que nous proposons de faire, surtout de mettre en place des dispositifs dans tous les ministères, dans tous les CTD, pour essayer de lutter contre ce fléau, et en même temps améliorer la gouvernance, c'est-à-dire les services publics, la redevabilité, le professionnalisme, etc. Dénoncer le mal.
C'est ce qu'on souhaite aussi, c'est que d'ailleurs tous les secteurs publics disent à travers les numéros verts, les boîtes à lettres et tout cela. Justement, les numéros verts, ça ne marche pas très bien encore, hein, parce que il n'y a pas de suivi. Hein, donc, je sais, par exemple, à l'aéroport d'Ivat, où le 991, c'est pour la police des frontières, le 992, c'est pour la douane. Le président lui-même, en octobre, avait dit, il faut qu'on sorte du corporatisme, il faut mettre des mécanismes où ce n'est pas la police qui juge la police. Et donc, les numéros verts, c'est une bonne première étape, mais après, il faut, et c'est pour ça que je dis que chaque ministère doit avoir un dispositif où ils reçoivent les doléances, il y a un comité neutre qui évalue, et après, nous, on veut, la redevabilité, c'est, vous avez reçu combien de doléances, combien ont été disciplinées, combien il s'agissait de quoi, par exemple, quel type de doléances, comme ça, on peut essayer de résoudre le problème sous-jacent. Et avoir une réponse assez rapidement aussi, c'est ça l'inquiétude du contribuable. Exactement. Et une fois que le dispositif est en place, que il s'agit pas seulement d'un numéro vert, mais il y a tout un mécanisme, le citoyen aura plus confiance et il osera plus. Et évidemment, dans cette question de doléance ou de dénonciation, il va falloir trouver des moyens de protéger les dénonciateurs. Oui. Dites-moi, je reviens un petit peu en arrière. Avoir illicite, tout compte fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça va retourner à l'État, ça va retourner aux citoyens. Prenons par exemple l'exemple d'un bâtiment quelconque. Oui, donc il y a deux étapes. Quelquefois, il y aurait peut-être un saisie ou un gel conservatoire. C'est-à-dire que si on vous accuse, on veut pas que vous videz vos comptes bancaires sur le tas ou que vous vendez la propriété. Et donc, il y a cette saisie conservatoire. Mais il n'y a pas de transfert de propriété encore. Il faut une condamnation définitive et finale avant que l'État en prend possession. Quand on dit l'État prend en possession, c'est-à-dire l'État malagasy serait le propriétaire du compte bancaire, de l'immeuble, etc. Et la charge de la preuve en fait est extrêmement haute. Hein. Ça va être très difficile de prouver que ce terrain a été acquis par la corruption. Hein, il y a un traçage, c'est encore une grande bataille. Hein. Ah oui. Et évidemment pour le citoyen lambda, si on hérite par exemple de la maison de sa mère, hein, il va falloir prouver que effectivement j'ai hérité de cette maison, je l'ai pas acheté avec de l'argent volé, etc. Mais il va falloir des deux côtés, ceux qui sont innocents, pouvoir prouver qu'ils ont acheté avec de l'argent propre. Et c'est pour ça il y a les déclarations de patrimoine, parce que quelle est votre source de revenus, comment vous avez pu acheter une voiture de $100,000 avec un salaire annuel de $10,000, genre de choses comme ça. Mais effectivement, si on hérite ou sa famille est riche ou sa femme a une belle entreprise qui tourne bien, peut-être qu'on peut démontrer que en fait ce bien n'a pas été acquis par des moyens illégaux ou par la corruption. Si vous notez actuellement la bonne gouvernance de notre pays, note à 5. De 1 à 5 oui. On est 0,2 peut-être. Hein. Vous êtes vraiment pessimiste là. C'est par rapport à tous ces problèmes politiques et juridiques, la lenteur de décision. Oui, la gouvernance, il y a plusieurs. Il y a la gouvernance politique, il y a la gouvernance économique, il y a la gouvernance administrative. Il y a différents types de gouvernance. Et tant qu'on n'aura pas la décentralisation effective, tant qu'on n'aura pas la transparence dans les finances publiques, ce sera très difficile de dire que nous avons une bonne gouvernance encore à Madagascar. Alors, un dernier point, il y a un travail il y a cet esprit de cohésion entre le Bianco, le CSI, Samfin et le PAC. Vous êtes arrivé à quoi aujourd'hui de cet esprit de travailler ensemble? Donc le système... Est-ce que vous pouvez bousculer des choses? Là, on essaye là. Le CSI est chargé de la stratégie, hein, et nous on dit voilà où on veut aller, on propose de faire comme ça.
on conseille les institutions, le gouvernement sur comment faire, hein. Mais on n'est pas opérationnel, c'est clair. Mais le reste des organes sont des organes opérationnels et c'est une chaîne. Donc il y a l'investigation d'abord au Bianco et Samifine, après il y a le jugement au tribunal de pôle anticorruption et l'agence de recouvrement, une fois condamnée, recouvre les biens illicitement obtenus. Mais ça c'est principalement de la répression. Et ce qu'il faut, c'est que l'administration accepte d'intégrer ces principes de gouvernance et de prévention de la corruption pour pouvoir y arriver. Et le CSI est aussi chargé, oui, de la coordination du système anticorruption. Donc effectivement, je pense que par le passé, mes prédécesseurs étaient des ministres en même temps qu'ils étaient présidents du CSI, et c'était peut-être un peu moins efficace pour bousculer, pour rassembler, mais depuis que j'ai eu la chance, peu après ma nomination, il y a eu le premier team building du système anticorruption. Quelle chance pour moi, et c'est un exercice que nous allons maintenant répéter parce que on aimerait mieux, avec encore plus de synergie, la communication en est un, en termes de défense de nos textes, de nos principes. Et ce matin, nous étions ensemble devant le CSM pour la nomination des magistrats pour le pacte de Majenga, par exemple. Donc, on avance. On avance. Et mais nous travaillons aussi très étroitement avec le ministre de la Justice et le ministre des Finances, parce qu'il y a un comité de mise en œuvre de la stratégie nationale, et bien évidemment le Premier ministre et le gouvernement et le président de la République. Alors, en vous écoutant, là, durant ces quelques minutes, on a compris que c'est surtout une volonté et qu'il faut y mettre à forte dose et changer de mentalité aussi, ne pas être réprimé. Mais je vais emprunter ici une phrase d'un de mes collègues qui l'a d'ailleurs sorti il y a quelques années de cela à travers la presse écrite. Il a dit « Il faut faire un atelier pour arrêter les ateliers ». Vous êtes d'accord ? Oui, je suis entièrement d'accord. À l'exception de nos ateliers là sur la politique nationale de bonne gouvernance et la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc là, il fallait que ce soit une démarche participative. Ce qui se passe malheureusement, mais cette fois-ci, je suis très reconnaissante, c'est que l'administration est invitée, mais elle ne vient pas. Et la société civile est invitée et elle vient. Hein. Et après, l'administration se dit, vous nous imposez une stratégie nationale ou une politique nationale. Non, cette fois-ci, grâce à la communication verbale en Conseil des ministres, le message était très clair qu'il faut la participation des hauts gradés en région, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Tananarive, mais de toutes les régions. Et il y a eu une participation, je dirais presque à 100% de tous les invités aux ateliers. Mais ceci dit, je peux vous dire, Prisca, je pourrais passer ma semaine, toutes mes journées, à aller à un atelier ou à une plateforme ou et sans jamais vraiment s'asseoir à son bureau et travailler. Et je suis d'accord qu'il y en a beaucoup trop de ces ateliers. Mais les bailleurs, vous comprenez, ils ont peur que s'il n'y a pas cet atelier de validation, que les propositions seront rejetées par la suite. Je ne sais pas comment faire autrement. Peut-être c'est plutôt des travails de groupe gouvernementaux où on travaille les textes ensemble et c'est pas le tour à poux, parce que les ateliers souvent ça peut être des tours à poux qui ne mènent à rien. Mais c'est pour la forme plutôt que pour le fond. J'ai dit cela parce que les gens ont hâte d'avancer, ils sont fatigués d'entendre donc beaucoup de théories, mais ils veulent vraiment une application. Et nous étions sur Alliance 92 avec la présidente du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Saoundra Benarif. Merci encore. Merci à vous. La présidente du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Saoundra Benarif, au micro de Prisca Rakout-Malal sur Alliance 92, ce samedi 14 mars à 11h30. Rediffusion ce dimanche 15 mars à midi.